Belle personne consciente, bonjour, bienvenue à cette série que j'ai nommée Reprendre son pouvoir et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Robert Béliveau. Salut Robert, merci beaucoup d'être là. Bonjour Mel, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui puis partager. Oui, partager sur plein de choses. Puis avant qu'on plonge dans ma liste de questions existentielles, ben, je voulais faire un survol de ton parcours qui est quand même assez impressionnant. J'ai vu ça sur les internets, comme quoi que ben, tu as été médecin d'abord et avant tout pendant une vingtaine d'années. Ça, c'est non négligeable. C'est d'abord pour ça qu'on te connaît. Tu es maintenant retraité. Bien plus que ça, bien plus que ça, pendant 37 ans. C'est juste, j'ai pratiqué la médecine dite traditionnelle pendant 23 ans, Oui. jusqu'en 2000, puis là, j'ai pris une sabbatique pour me demander ce que j'allais faire quand je vais être grand. J'aime ça. Il n'est jamais trop tard pour se remettre Ben, en il question. faut se poser la question. Puis Chantal m'avait dit, un jour ou l'autre, tu vas arriver sur ton lit de mort, il ne faudra pas que tu te dises je suis passé à côté de ma vie ou de quelque chose d'important que j'avais à mettre sur pied, puis que j'ai par inconscience, par paresse, je ne suis pas allé là où je voulais. Alors, la question qu'elle m'a posée, c'est une question que j'aime bien garder en tête. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Ah, une des meilleures questions qui est sage, Chantal, d'ailleurs, on la salue. Ça fait longtemps Oui, que vous êtes ensemble, non? ça fait 33 ans bientôt, là, le 8 mars. La journée de la femme, ça va faire 33 Wow! ans. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait pas de peur, si la peur n'existait pas? Ben, c'est ça, c'est prendre un autre chemin, tu vois, un chemin, parce que ce qu'on était, on change, on se transforme, on évolue, on vit des choses, on rencontre des gens, puis ça nous transforme. Ça devrait nous transformer si on Oui. n'est pas heureux. Si on n'est pas heureux au lieu d'être peureux. Tu sais, quand on est peureux, on ferme la boucle. On a raison, puis on s'accroche à nos connaissances, nos croyances, nos idées, nos habitudes, nos attitudes, etc. Là, tu sais, je pense qu'il faut rester toujours ouvert, poreux, c'est-à-dire sensible à ce qui se passe en soi et autour de soi, puis savoir qu'on est des êtres qui changent, qui évoluent, qui se transforment, qui grandissent, souhaitons-le, plutôt que rétrécir et puis devenir de plus en plus peureux ou devenir de plus en plus ouvert, libre et puis intègre, honnête avec soi-même, puis dire qu'est-ce que je peux apporter de mieux, qu'est-ce que ma contribution, puis qu'est-ce que je suis devenu au fil des rencontres, hein? Puis on rencontre des gens, des fois, qui viennent nous allumer, nous éveiller, nous inspirer. Et puis, il faut les écouter. Faut accepter l'accueil. Et puis, j'ai un de mes patients, à un moment donné, qui avait un trouble panique, qui est venu me voir pour que je l'aide. Et puis, bon, je l'ai envoyé en médecine psychosomatique à Sacré-Cœur. Et puis, il y avait un rendez-vous 1 an et demi plus tard. Alors, il est venu me revoir par la suite, en panique encore. Et puis, il m'a demandé finalement de l'accompagner et de l'accompagner là-dedans. Puis, il a su détecter chez moi l'intervenant qui va plus loin que le signal, que le symptôme, que le malaise. Et puis il dit, ce malaise-là cache quelque chose Mm. de très important. Alors voilà, on va aller fouiller ça ensemble. En fait, il m'a invité à lâcher le carnet de prescription, Oui. à dire, utilise donc la personne que tu es pour m'accompagner. Puis il m'a fait confiance. Puis je voulais le référer à un de mes collègues qui est psychologue. Et puis il dit non, c'est pas lui que je veux, c'est toi, c'est avec toi que je veux. Puis demande-moi pas ce qui s'est passé, mais 4 semaines plus tard, il allait très bien. Alors, et puis ça m'a ouvert, mais il a fallu que je lâche prise sur mes habitudes de diagnostiquer puis de traiter. Tu sais, à chaque diagnostic dans le DSM-5, Ah oui. il y a des critères, puis après ça, il y a une solution qui prend généralement la forme d'une pilule. Tu sais. Lui, c'est pas ça qu'il voulait. Alors, il m'a invité à faire autre chose, et puis Ça a alors, donné où des on bons accepte résultats. l'invitation, où on reste enfermé dans ses habitudes, tu comprends? Là où on a l'illusion d'avoir du contrôle, alors que le mieux qu'on puisse avoir, ce n'est pas le contrôle, c'est de l'influence. Et l'influence, c'est une démarche qu'on fait avec l'autre, puis ça se base sur quelque chose qui s'appelle la confiance. La confiance qu'on va être Ouais. écouté, entendu, que l'autre va faire l'effort de nous comprendre aussi. Au-delà Souvent, du on est
Souvent en médecine, on traite beaucoup le symptôme au lieu d'aller à la cause. Puis Tout ce à que tu as fait. été capable de faire, c'est de t'ouvrir à la cause qu'il y avait sous-jacente aux symptômes. C'est tellement intéressant. C'est prendre un risque aussi, hein, tu sais, rester, parce que l'évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je dis un pied dans quelque chose qui est solide, puis un pied dans l'inconnu aussi. Tu comprends? Oui! L'inconnu, c'est accepter d'aller dans l'inconnu, puis découvrir, puis se découvrir, puis des fois découvrir l'autre dans des dimensions qu'on ne voyait pas au départ. Et puis, tu sais, Edgar Morin disait, si je vois l'autre pleurer, je ne saurais pas ce que cela signifie en faisant une analyse chimique de ses larmes. C'est excellent, c'est tellement bien dit. C'est pas compliqué, là. Tu sais, c'est le gros bon sens. Il faut que tu écoutes la personne, apporte une histoire, elle vit dans un contexte donné. Et puis, à un moment donné, ce contexte-là peut être très dysfonctionnel pour la personne. Et puis, pas en accord du tout avec ses valeurs ou avec. Et puis là, la personne va dysfonctionner. Elle sera plus fonctionnelle. Et puis, il faut utiliser ça pour amorcer un virage, un changement, puis des fois un deuil qui s'en vient, qui s'amorce, et puis qui est en route. Alors, C'est vrai que l'évolution, ça se passe pas dans notre zone de confort normalement. Fait que j'aime bien l'image que tu donnes, un pied dans le flou, là, dans l'inconnu. On va risquer pour grandir. On n'a pas le oui, choix. Ouais. on n'a pas le choix. Puis à un moment donné, tu vois, lui, il a ouvert au thérapeute en dedans de moi, là. Et puis j'ai fait de la thérapie individuelle beaucoup, beaucoup pendant un bon nombre d'années. Donc, j'étais le docteur qui était pas très, très efficace selon les critères. Les critères, c'est plus tu vois de monde, plus tu es efficace. Ah, Moi, je ben oui. voyais le monde lentement. Je faisais de la slow medicine, de la médecine lente. Et puis un jour, j'avais trop de patients. Je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Fait que j'ai fait du groupe. C'est là, un pied encore une fois dans le connu, puis un pied dans l'inconnu. Dire, wow, Excellent. c'est comme, puis c'est ça que j'ai fait les 15 dernières années de ma vie professionnelle. J'ai enseigné la méditation de pleine conscience. Ben oui, ben là, c'est ça aussi, animateur d'atelier sur la réduction de stress par la pleine conscience. J'ai été tellement surprise de savoir que tu as commencé dans un centre bouddhiste Ah pour oui? terminer ça à l'EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal. Tout un parcours. Ben écoute, il faut aller là où on a je dirais fait une sensibilité. Et puis, j'avais rencontré, parce que quand j'ai quitté ma pratique traditionnelle, je savais ce que je voulais plus faire, mais je ne savais pas précisément ce que je voulais faire. Et puis, comme j'avais un isolement professionnel assez important, j'ai joint un groupe bouddhiste qui m'a beaucoup aidé. Puis ça a suivi, évidemment, une rencontre avec le Dalai Lama dans Ben les oui. années Écoute, j'ai vu 90. ça aussi en 92. Tu as rencontré le Dalai... Dans quel contexte que tu as pu rencontrer le Dalai Lama? Ben écoute, c'est dans le contexte d'un colloque qui avait lieu à Montréal où il y avait 2 à 3 000 personnes. Là, fait que je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai été touché par sa présence. J'ai été bouleversé aussi par sa présence. Et puis, le titre du congrès, c'était les perspectives orientales et occidentales par rapport à la souffrance et la mort. La souffrance et la mort, c'est universel. De tout temps, de tout lieu, l'humain souffre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à moins souffrir? Moi, je dis souvent, tant qu'à souffrir, tant qu'à vivre une crise, fais-en une bonne, fais une crise féconde, qu'elle soit utile, qu'elle t'amène ailleurs, qu'elle t'amène à te découvrir et puis à guérir profondément plutôt que abolir le signal, le symptôme, puis normaliser. Il faut arrêter de normaliser les gens et les aider à devenir marginaux, là, tu sais. Parce qu'être normal dans une société malsaine, c'est pas sain. Non. Puis, Les gens, je pense que... Vas-y, les gens me disent excuse-moi. c'est normal, docteur. Je dis, c'est pas une bonne question. Est-ce que c'est sain? Ça, c'est une meilleure question. Être normal, c'est devenir un normosé. Un normosé, c'est quelqu'un qui écoute, qui se soumet. Oui. C'est pas On une bonne place. a eu des bons exemples. Puis il y a les idéogrammes en japonais, je crois que le mot crise a 2 idéogrammes, un qui veut dire danger et l'autre opportunité. Donc, c'est Exactement. l'opportunité de changer quelque chose dans notre vie.
C'est ça. D'aller vers... Exactement ça. Un danger et occasion aussi, occasion. Puis est-ce qu'on saisit l'occasion? Puis on saisit l'occasion quand on rencontre les bonnes personnes avec lesquelles on peut évoluer, cheminer, se comprendre mieux et puis voir où est-ce qu'on est piégé. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est enfermé dans quelque chose qui est en train de nous tuer ou à tout le moins nous dévitaliser? Comment est-ce qu'on fait pour retrouver sa vitalité? Comment est-ce qu'on fait pour retrouver le nord? Tu sais, notre boussole, on a une boussole, là, tu sais. Alors, il faut vivre en cohérence avec nos valeurs. Puis des fois, on est dans des conditions qui ne nous permettent pas de vivre en cohérence avec nos valeurs. Alors, où on change de valeur, où on vit en accord avec ses valeurs, puis là, des fois, on est obligé de changer de contexte, de milieu, puis de job, des fois, ou de partenaire amoureux ou amoureuse, c'est quand même... Ben, on a eu un bel exemple avec la crise covidienne, qu'on a été parfois même obligés, contraints à refaire un cercle social au complet, d'autres changer de carrière. Ça a été une crise, mais qu'il y a eu beaucoup d'opportunités à travers cette crise-là. Écoute, moi, je dis vive la crise. Hein? C'est toujours, les crises, c'est extraordinaire. T'sais. Qui passe une vie sans vivre de naufrage? T'sais, une vie sans naufrage, ce n'est pas une vie qui mérite d'être vécue. Il faut vivre des naufrages à un moment donné. Ça peut prendre la forme d'un problème de couple. Puis une relation qui arrive à son terme, ça ne nous convient pas ou ça ne convient pas à l'autre. Alors, quand ça ne convient pas à un des deux, c'est bien de valeur, mais ça ne conviendra pas. Non. Ça ne peut pas marcher. Alors, où on essaie de trouver des ententes, des façons de répondre correctement à nos besoins fondamentaux, ou on dit ça ne sera pas possible avec cette personne-là. Puis on se dit merci, puis on souhaite au revoir, puis bonne chance pour le reste de ta vie. Puis on essaie de prendre ce qu'il y a de bon dans cette relation-là, puis pas vivre ça comme un échec, mais vivre ça comme une expérience de vie nécessaire. T'sais. Si au moment où j'ai vécu mon premier divorce avec ma conjointe de l'époque, j'avais su qu'il y avait down the line, un petit peu plus tard, une rencontre qui était enfin une rencontre qui me convenait puis qui convenait à la personne, il y avait quelque chose qui était sain, qui était nourrissant, qui nous aidait à grandir ce qu'on a besoin de grandir, puis à guérir ce qu'on a besoin de guérir. Hein? On est en relation pour nous aider à guérir de nos vieilles blessures. Ouais. Et puis essayer de devenir un être un peu plus libre, un peu plus conscient. Et puis, on fait ça avec, et on ne fait pas ça tout seul. On ne fait pas ça tout seul dans son sous-sol. Dans son sous-sol, ça aide à générer le calme. Ensuite de ça, il faut aller sur la place du marché pour grandir, évoluer, se devenir, et puis la personne qu'on a besoin de devenir. Mettre ça en pratique, mais tu disais, si tu l'avais su lors de ton premier divorce, qu'est-ce que ça l'aurait changé? Toute mon expérience, comprends, au lieu de vivre ça comme un échec, parce que c'est comme ça que je nommais ça à ce moment-là. Les mots sont lourds, hein, lourds de conséquences. On vit ça comme un échec, plutôt que comme un passage nécessaire pour s'affranchir, devenir, grandir, évoluer. Alors, ça laisse de la place à... C'est pas que je suis quelqu'un d'incompétent définitivement, mais avant d'être compétent, il faut être incompétent. Il faut accepter qu'on est incompétent puis qu'on a dit, moi, je dis, j'étais un handicapé relationnel, je n'ai pas peur de le dire. Tu sais, je sortais d'une famille québécoise tout à fait classique, c'est-à-dire complètement dysfonctionnelle, et puis où on ne parlait pas beaucoup, on ne communiquait pas beaucoup. Puis quand il y avait une insatisfaction, on gardait ça à l'intérieur plutôt que de la mettre sur la table puis d'essayer de résoudre ça avec les personnes en place. Et puis, mais ça, on n'a pas appris ça. Alors, quand tu n'apprends pas ça, tu ne sais pas trop quoi faire quand il y a un conflit, quelque chose d'insatisfait en dedans de toi, puis tu en parles, puis l'autre se met à pleurer, puis je ne sais pas quoi. Tu te recules au lieu de laisser l'autre pleurer, puis dire oui, ce que je dis, ce n'est pas pour te faire pleurer, mais c'est pour mettre à jour quelque chose de difficile pour moi. Et dans ma première relation, c'était au niveau sexuel que c'était très difficile. Alors, une incompatibilité à ce niveau-là. Puis comme je suis un gars raisonnable, je suis resté 7 ans de temps là-dedans, tu comprends? Puis je ne suis pas dans l'accusation là, du tout. Là. J'ai juste dans réaliser que
c'est quelque chose d'important aussi d'avoir une bonne entente au niveau du cœur, au niveau de la tête, mais au niveau du corps aussi, parce que ça fait partie du lien, ça fait partie de la relation d'intimité, hein. Et puis, on ne peut pas être juste raisonnable. Mais comme je suis un gars raisonnable, j'ai appris à être raisonnable, je suis resté 7 ans. C'est ce que je ne ferais pas aujourd'hui, tu comprends? Oui. Mais en même temps, j'aime ça ce que tu dis, que la compétence, ben, ça vient aussi avec l'expérience, la pratique. Ça se fait pas, on ne devient pas compétent du jour au lendemain. C'est en mettant en pratique tout ce qu'on sait. Fait que moi, ça fait 8 ans que je suis célibataire, Robert. Fait que, il serait temps que je pratique tout ce que j'ai appris durant l'été. Mais tu sais, c'est une bonne base que d'apprendre à être bien avec soi. Oui. Puis de voir qu'on n'est pas carencé en soi ou avec soi. On est plein. Puis on a quelque chose peut-être à partager avec quelqu'un aussi. Si on trouve une personne avec laquelle il y a quelque chose, il y a un élan ou du corps ou du cœur ou tout ça ensemble. Oui, idéalement, tout ça ensemble. Alors, tu sais, c'est juste de prendre conscience à un moment donné qu'on a des choses à apprendre. Tu sais. Oui. J'avais lu un livre, moi, dont le titre était Love is never enough. L'amour ne suffit jamais. Les Beatles ne seraient pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu peux aimer, mais avoir une relation très difficile. Oui. Et puis, ben, c'est la relation aussi qui compte, c'est pas juste l'amour, tu sais, parce que si la relation ne tient pas la route, parce qu'il y en a un qui n'est pas capable de communiquer, d'écouter, de s'exprimer, parce qu'il est secret, parce qu'il y a de la difficulté à se livrer, à devenir vulnérable. Mais on l'est vulnérable, il faut juste accepter ça, tu comprends? C'est pour ça qu'on dit tu tombes en amour, hein? Oui. En anglais aussi, c'est you fall in love. love. Tu sais, il y a comme une chute là-dedans, c'est-à-dire une perte de je contrôle ma vie. Je la contrôle dans le sens où je peux dire oui, mais je garde aussi la possibilité de dire non, puis de me redéfinir. Je ne m'enferme pas, je m'engage sans m'enfermer, tu comprends? Mais la vulnérabilité, en tout cas, moi, je l'ai compris bien sur le tard que c'était une force d'être capable d'être vulnérable. J'avais cette vision-là déformée qu'être vulnérable, c'était être faible. Donc, ça m'a pris toute une reprogrammation pour dire, OK, non, au contraire, de se permettre d'être vulnérable et d'accepter l'autre dans sa vulnérabilité, c'est une grande force. D'être en paix avec ses larmes, d'être en Oui. paix avec ça, tu sais, c'est comme, on peut être fort, mais être fort, c'est être capable de s'ouvrir à toutes nos dimensions, tu sais. Puis des fois, il y a de la colère. Alors, quand il y a de la colère, je reconnais ma colère, mais je fais très attention à ça. C'est-à-dire que, oups, va prendre une marche, Robert. On va voir qu'est-ce qui est touché. C'est pas le temps de s'asseoir si on est sous l'emprise de cette émotion très puissante et très dangereuse. Tu sais. Alors, ça peut bousculer une relation, puis ça peut faire en sorte que l'autre, à un moment donné, se sente menacé, intimidé par cette énergie-là, qui n'est pas une énergie très agréable. Il faut parler, après ça, revenir quand on est un peu plus calme. Puis des fois, attendre une journée ou deux, tu sais, puis écrire, puis parler à quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur, tu sais, son thérapeute ou un ami ou quelqu'un avec qui on peut partager des choses, mais pas venir avec cette énergie-là dans la relation, là, tu sais, prendre le temps de... Wow, il y a plein de feux d'artifice qui sont apparus derrière toi quand tu disais ça. J'ai appris aussi sur toi que tu étais membre du Réseau québécois pour la simplicité volontaire. Tu es également porte-parole et ambassadeur du collectif québécois Réinfo Québec, qu'on a connu durant la crise, une belle initiative qui a vu le jour. Tu continues d'être actif là-dedans. Et aussi, tu as participé au documentaire de Sylvain Laforêt, CHSLD, Je me souviens. Tu es aussi auteur, tu as coécrit un livre, Les 4 clés de l'équilibre personnel. C'est tout un homme fascinant, ton parcours, tout ce que tu as fait, ce que tu as touché avec l'expérience que tu as réussi à partager avec les autres. Thich Nhat Hanh disait, le nombre de jours que nous avons à vivre n'est pas si important. Ce qui importe, c'est comment nous les vivons. Thich Nhat Hanh, moi, il a marqué ma vie. C'est un de mes mentors, incroyable. Puis bon, ben, je vais terminer ton parcours, ton survol de parcours en mentionnant que tu es conférencier. L'année passée, en juin, tu as donné une conférence qui s'appelait « L'art de s'engager dans ses choix durables pour notre santé ».
Je trouve tellement ça important. Puis ça reflète bien la première question que je voulais te poser. Reprendre son pouvoir, tu sais, c'est le nom de la série que j'ai donné à toutes ces entrevues. Pour toi, dans tes mots, selon ta philosophie, qu'est-ce que ça veut dire de reprendre son pouvoir? Ben, écoute, d'abord, on ne devrait pas le reprendre, son pouvoir. Si on veut le reprendre, c'est parce qu'on l'a perdu. Très beau Et on a le recadrage. sentiment de l'avoir perdu. Non, non. On est un adulte ou on n'est pas un adulte. Quand on est un adulte, on assume nos choix. On sait qu'on a des choix à faire et on les assume. Prendre l'information, puis après ça, faire des choix. Puis, vous avez le droit de faire n'importe quel choix. Pour moi, ça ne me blesse pas. Ce qui est dangereux, c'est quand on traite tous ceux qui font un autre choix que celui que la santé biblique a prescrit, de se faire traiter de complotiste, se faire traiter d'anti-vax, d'anti-science, de ci, de ça. Non, non, écoute, non. Ce que vous nous demandez là, c'est de la soumission crasse. Mais justement, quand on est confronté à cette violence-là, toi qui as fait des ateliers sur la réduction du stress, sur la pleine conscience, l'approche méditative, qu'est-ce que tu dirais qui peut nous permettre justement de retrouver une certaine dignité dans toutes ces attaques violentes-là qu'on a vécues? Il faut se lier. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je pense que c'est important aussi de faire la paix en soi, là. C'est Pascal qui disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Écoute, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Il a écrit ça dans ses pensées. Ça, c'est le genre de pensée qui m'a arrêté, moi, là. Attends un peu, le Robert. Tout le malheur, il ne va pas. Ouais, commence par faire la paix en dedans de toi. Oui. Commence par ça, par être bien avec toi, d'avoir un lien tranquille, chaleureux, bienveillant avec toi. Écouter ta petite voix, ton intuition, ta sagesse. On a tout ça, là, ta capacité de réfléchir. Et puis, parce que ensemble avec le monde, il peut y avoir des fois des conditions d'une violence inimaginable. Je suis en train de lire le choix d'Édith Eva Eger. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça. Non. Qui est une femme extraordinaire, qui est devenue une psychothérapeute fabuleuse, qui a traversé les camps de concentration. Et puis quand elle est quasiment morte, puis elle écrit ça dans son livre. Mais c'est comme des conditions de violence là, humaines, comment les humains peuvent infliger à d'autres humains. Des gens fins, là, tu sais. Moi, je suis quelqu'un de fin, là, tu sais. J'agresse pas personne. Mais en même temps, si tu viens m'agresser, je vais me défendre, là, tu sais. Mais je ne vais pas me défendre dans le sens de vouloir frapper l'autre, là. Mais dire, je vais me défendre des fois en me retirant de quelque chose. Si c'est violent, je vais me retirer, là, tu sais. Tu parlais beaucoup de bienveillance, de paix intérieure. Est-ce que tu appliques une routine dans ta vie qui te permet de retrouver ça? Oh oui, j'ai des pratiques quotidiennes. Alors, pratique d'arrêt, c'est quotidien. J'ai une pratique aussi que j'apprécie, que tu pratiques toi aussi régulièrement, c'est la pratique du sourire. Alors, pour moi, tu sais, des fois, on se dit, je suis pas bien, je fais la vaisselle. Mets-toi dans un sourire dans la face, Robert. Tu es vivant, tu fais la vaisselle. Okay? Quelle que soit la tâche que vous effectuez, nous disait Thich Nhat Hanh, faites-la lentement, tranquillement, avec l'attention qu'elle mérite. Ne la bâclez pas pour en finir. Soyez relaxés en toutes choses et portez-y toute votre attention. Alors, tu vois, c'est quoi la personne la plus importante actuellement dans ma vie, là, actuellement, là, here now, c'est toi. C'est toi, Mel. Parce que c'est avec toi que je suis actuellement. C'est réciproque, Robert. Oui, on est vrai. Présent. C'est ça qu'il faut. Il faut que la personne la plus importante, parce que c'est une des questions que tu avais posées, là, qui est la personne, puis la personne la plus importante dans ma vie, c'est Chantal. C'est Chantal avec laquelle je voyage depuis 33 ans, mais pas juste voyager, mais vivre au quotidien. Là. Pas juste quand on est en voyage, mais avec la famille,
toutes les turbulences qu'il y a à l'intérieur d'une famille dans laquelle, quand il y a juste de l'harmonie, c'est parce que il y a une omerta. Là. Tu sais, quand tout le monde a le droit de parole, ça frotte. C'est On ça n'a qui pas est le choix. Ben oui. C'est ça qui est sain. C'est ça qui est le fun. C'est quand, regarde ça frotte, j'aime ça. J'entends la plus peur de ça, là, mais moi, j'ai appris à aimer ça là, quand ça frotte. Là, Ça fait des alors, petites flamèches des fois même, c'est le fun. puis, C'est juste- puis des gens qui nous inspirent, comme Thich Nhat Hanh, qui a traversé l'enfer au Vietnam, et puis qui a été dans les Boat People, et puis qui était exclu de son pays pendant près de 40 ans, qui était exilé en France, et puis qui est un homme extraordinaire. Ah, C'est un Bouddha vivant. Là, ce qui est le plus près que j'ai rencontré du Bouddha, de l'idée que je me fais du Bouddha. Puis pour moi, le bouddhisme, c'est pas une religion. Pour moi, c'est une école de sagesse. une philosophie de vie C'est une aussi. philosophie de vie. C'est des moyens très concrets pour vivre dans la paix, dans la joie, indépendamment ou relativement indépendamment des circonstances extérieures. Puis tu vois, ça, c'est très précieux, de dire, je peux revenir à l'intérieur de moi. Tu sais? Et puis, il y a un lieu de paix. Après ça, quand j'ai instauré un peu de paix à l'intérieur, je peux aller rencontrer, je dirais, un moment de turbulence dans la société sans perdre pied. Oui. En sachant qu'il y a un lieu où je peux revenir à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui voient qu'est-ce qui se passe, qui ont de la colère ou en tout cas qui ont le moral plutôt raplapla. En plus, là, c'est l'hiver. Est-ce que tu as un truc, toi, qu'est-ce que tu fais pour remonter ton moral, pour retrouver ton énergie? Parce que ça en prend de l'énergie pour vivre bien, en santé. Ah, c'est extrêmement important ce que tu demandes là, tu sais. Puis il n'y a pas un moyen, il y a plusieurs moyens. Tu sais, moi, quand je suis en baisse d'énergie, ça m'arrive, moi aussi, comme tout le monde, hein. J'ai une grande énergie, moi, intellectuelle. J'aime lire. Tu sais, je suis un liseux, là, tu sais, c'est comme compulsif. Là, tu sais, j'ai une avidité intellectuelle ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Celle qui a encore plus d'avidité intellectuelle que moi, c'est ma conjointe Chantal, parce qu'elle, tout l'intéresse. Moi, tout ne m'intéresse pas. Là, tu sais. OK. Mais elle, tout va l'intéresser. On est au Myanmar. Il y a une industrie qui fabrique des gros cigares. Les femmes fument des gros cigares là-bas. Elle va aller voir comment est-ce qu'ils font ça. Là, tu sais. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'asseoir. Vas-y, chérie, ça t'intéresse, c'est parfait. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Tu sais. Alors, je vais m'asseoir, je vais prendre une petite bière, ou je vais faire une méditation, je vais regarder le monde passer. Prends tout ton temps. Je suis très content. Là, tu sais. Mais alors, la curiosité, moi, quand je manque de curiosité, c'est un de mes signes comme quoi je suis fatigué. C'est comme quand Chantal commande une pizza, là, elle aime ça cuisiner, là, elle ne va pas bien, là, Robert. Il faut que tu t'en occupes un peu mieux ou je ne sais pas quoi. Il faut qu'elle s'occupe un peu mieux d'elle, en tout cas. Alors, il faut connaître nos signaux et puis dire, j'ai besoin de repos, là. Alors, je ferme les réseaux sociaux, tu sais, c'est comme j'ai besoin de silence, j'ai besoin de retrait, aller dans la forêt. Dans les moments difficiles que j'ai vécus dans ma vie, la forêt m'a sauvé, hein, puis le contact avec la nature, chez Naren-yoku, hein, c'est les bains de forêt, là, tu sais, je me rappelle d'une fois, j'étais dans un colloque une fin de semaine, et puis l'après-midi, on était supposé jouer au golf. J'ai dit non, je ne vais pas jouer au golf. Je m'en vais dans le bois. J'étais, mais es-tu malade? As-tu quelque chose? Non, non, j'ai besoin de solitude. Je suis allé m'asseoir sur une roche pendant 4 heures de temps. Là. Il y avait un petit Wow. ruisseau. Les feuilles tombaient, c'était l'automne. Je suis sorti de là, ma fille. J'étais en état de grâce, là, dans un état de bien-être. Combien ça me coûtait, ça? Ah, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire, des expériences de simplicité heureuse. Et puis, quand on sait les moyens d'aller, ou quand j'ai vécu des ruptures, là, tu sais, puis j'en ai pas vécu juste une, là, tu sais, j'en ai vécu plusieurs dans ma vie. J'allais dans la forêt, puis je regardais le soir là, les nuages, pas juste les nuages, mais les étoiles. Je me disais, Béliveau, petit comme toi, comme t'es,
ça se peut pas que tu aies des gros problèmes. C'est juste un vice de perception. Tu sais, c'est comme, mets ta cuillerée de sel dans le lac au lieu de le mettre dans le verre. Tu Ah, sais, c'est bon. tu vas Donc, voir de relativiser aussi. dans quelque chose de grand. Puis dans une vie, il y a des bouts où tu es dans un creux de vague. Sache que ça va passer. Tout passe. Quand tu sais ça te permet de mieux rencontrer les choses plus difficiles. Puis ça te permet de Ouais. pleurer. Puis des fois, je vais me mettre un bon film qui va me faire brailler, puis j'ai besoin de brailler, puis ça me fait tellement de bien, là, tu sais, c'est comme... Oui, quelle belle excuse d'avoir un film, là, ça sort tout seul. Tu sais, Ah! les émotions à fleur de peau, puis ça sort, puis ça fait juste du bien. Oui, oui, et surtout quand tu sais le type de film qui va te faire brailler, qui va te toucher, là, tu sais. Oui, C'est comme, moi, je les connais, les films. Les enfants, ils savent quand est-ce que je vais me mettre à brailler. C'est quand il y a un père qui revoit son fils, là, tu sais, puis j'ai une blessure avec mon père, là, tu sais, qui guérira jamais parfaitement. Mes enfants, ils n'ont pas cette blessure-là. Fait qu'ils rigolent quand ils me voient. Moi, ça part, c'est automatique. Tu ah comprends? oui, hein? Je ne peux pas capable de me retenir. Donc, avoir des moyens pour juste se permettre d'être. Je regarde ça, qu'est-ce que j'ai répondu à un film pour me faire. Je me repose, je m'isole, je médite, la forêt, la nature, voir les étoiles. J'ai lu aussi des livres dramatiques, comme Au nom de tous les miens, tu sais, de Martin Gray, là, tu sais, qui quand a traversé des bains plus durs que moi, je me disais, ce que tu as vécu ou le choix d'Édith, ce que tu vis, Robert, mais c'est de la petite bière. Tu comprends? Ça te permet de dire, il y a des humains qui ont vécu des affaires bien plus dures que les tiennes. Tu Puis sais. qui s'en ont sorti, même plus fort encore. Et oui, c'est ça. Victor Frankl, qui a écrit un livre extraordinaire, qui a survécu au camp de concentration aussi, puis qui a dit, il faut que je survive pour écrire quelque chose. C'est un psychanalyste. Et puis, il a réalisé que ceux qui survivaient, ce n'est pas les costauds, là, c'était les gens qui pouvaient donner un sens à ça. Mm. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ses propres blessures. Puis dire des blessures, on en a eu. Puis en même temps, il ne faut pas rester dans la blessure. Exact. Puis quand on a des... C'est pour ça que le fait d'avoir des liens comme à Réinfo Québec, tu sais, ce qu'on a fait, c'est... On s'est liés, puis on s'est donné des espaces de parole. Tu sais, le dimanche matin, moi, j'animais un groupe de parole, puis il y avait des gens, là, tu sais, des jeunes collègues, là, plus jeunes que moi, donc qui étaient en pratique, eux autres, et puis qui vivaient des choses horribles. Et puis, des gens d'une compétence, ma fille, là, tu sais. Alors, quand il y avait au moins un lieu de parole, d'accueil, d'écoute, mais ça faisait baisser la stime un peu. Moi, je pense que c'est très important d'être en lien, de créer des liens, de Ah, fabriquer des liens, de créer des réseaux. Ce qu'a fait Lucie Mandeville, tu sais, oui, les marches de Lucie là, pour mettre les gens en lien. en Vous contact. n'êtes pas isolés, là. Laissez-vous pas isoler. Regroupez-vous. Vous C'est allez un peu le but des manifs aussi, au-delà de la revendication, d'avoir l'opportunité de se rassembler, de refaire un cercle pour ne pas rester isolé tout seul chez eux, chez nous. Ben écoute, je te demanderais justement, on parle d'accomplissement, les marches de Lucie, les manifs. Toi, quel accomplissement dans ta vie es-tu le plus fier? Ben, je te dirais mon premier divorce, mon deuxième divorce, et puis ma relation avec Chantal depuis 33 ans. Le fait que Hey, j'ai eu le courage, après deux divorces et puis deux désillusions, de ne pas perdre mon enchantement, ma foi dans la capacité de trouver éventuellement quelqu'un avec qui ouais. une relation saine puisse s'instaurer. Et puis, j'étais malade à ce moment-là, je le dis souvent. C'est drôle, hein, parce que Chantal est venue guérir ma vie. Puis je pense que d'une certaine manière, je suis venu guérir la sienne aussi. Et puis, ensemble, on a grandi. J'ai appris des tonnes de choses. Moi, j'avais peur des conflits. Puis là, j'ai appris à aimer les conflits parce que Chantal, j'en avais des conflits avec elle, évidemment. Elle travaillait fort. Un homme et une femme ensemble, il va y avoir des conflits. Là, Ben oui, un parent et un enfant, il y a des conflits. Un docteur, un patient, il y a des conflits tout le temps. ben oui. Alors, il ne faut pas avoir peur des conflits. Il faut s'asseoir ensemble et dire, bon, qu'est-ce qui se passe à mon bout de la relation? Voilà ce que je vis à mon bout.
Et puis, toi, qu'est-ce qui se vit à ton bout? Tu sais, c'est comme apprendre à se parler, puis dire qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Où est-ce qu'on se rejoint? Où est-ce qu'on s'éloigne? Tu sais, pour essayer de trouver éventuellement des façons. Puis quand on traverse un conflit, puis qu'on le traverse bien, rapport à l'argent, peu importe le conflit, là, une attitude vis-à-vis des enfants, un projet qu'on a, sur lequel on a de la difficulté à s'entendre, puis qu'on est capable de s'asseoir ensemble et trouver éventuellement quelque chose, un win-win, gagnant-gagnant. Puis c'est pas ma solution, c'est pas la sienne, mais c'est une solution qui nous convient à tous les deux, puis qu'on est créatif là-dedans, puis qu'on essaye, on est prêt à essayer des affaires. Bien là, tu comprends, ça me donne le goût de continuer à t'investir parce qu'on a développé une capacité d'écouter, de se parler, puis de créer, de co-créer des solutions qui finissent par être satisfaisantes. Puis des fois, il faut faire des compromis. Il faut accepter de faire des compromis aussi. Là. Tu sais, comme là, on est venu 7 semaines. Moi, je serais parti 3 mois. Elle sera partie 1 mois. Tu sais, et puis c'est assez. On a négocié ça à 7 semaines. Là, tu sais. Ah, va! Alors, tu vois, on a fait des compromis d'un côté puis de l'autre. Et puis, donc, tu es fière de cette capacité-là d'avoir gardé la foi dans l'amour, si je peux résumer. Oui, puis d'avoir une belle relation avec mes enfants, tu comprends? Avec mes 4 enfants, d'avoir traversé l'adolescence, qui est toujours une turbulence, des fois. C'est dur pour les jeunes, c'est dur pour les parents. C'est une période très troublante, hein, très troublée. Oui. Et puis, d'avoir su garder le contact et puis d'avoir su continuer à faire confiance, puis qui ont trouvé leur façon de trouver leur rite de passage pour ma fille, elle a vécu 1 an en Australie. Elle est partie 1 an de temps en Australie. Mes gars, ils sont allés, tu sais, ils ont trouvé chacun leur rite de passage. Yes. Ils sont allés dans du canot, là, tu sais, à Minogami. 4 semaines, là, tu sais, dans le bois, pas de cellulaire. Sous la pluie, Rambo. Là, tu comprends? Rambo. Ouais, puis il faut que tu dresses tes tentes, puis tu sais. Des beaux défis, là. Ils sont arrivés, là, tu sais, confiants, puis ils voient que tout seul, on n'arrive à rien. Il faut se regrouper. Il faut coopérer ensemble, puis en coopérant ensemble, des fois, il y en a un qui remonte l'autre. Tu sais, c'est comme ensemble, on est tellement plus fort. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, marche tout seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Voilà, exactement. C'est une autre belle phrase. C'est je ne sais pas, un poète là, du 17e, 18e siècle. Là, dit, je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Oh, Popo! J'aime ça, oui! Parce qu'on ne sait pas précisément où va notre chemin. C'est vrai. Là, ce voyage-ci, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voyage sans avoir un itinéraire bien précis, là, tu sais, puis cédulé, là. On arrive, on verra en fonction de l'humeur, en fonction... On n'a pas loué d'auto pour une fois, on va prendre des transports en commun, on va voyager autrement. Tout petit bagage, là, tu sais, simplissime. Ça nous permet de voir aussi, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Tu comprends? Ah oui, c'est ça. Il faut que ça reste simple. Le bonheur, c'est quand même relativement simple. Je me demandais, Robert, le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie. Bon, tu en as peut-être reçu une couple, là, mais mettons un qui t'a vraiment marqué. Ah, écoute, j'en ai eu tellement, là, tu sais... mais c'est des affaires de taille aussi. Tu sais, are you sure? La première affaire, c'est are you sure? La question, c'est une belle question à toujours garder. Are you sure? Es-tu certain de ce que tu avances? Es-tu certain de ça? Puis, tu vas voir qu'il n'y a pas grand-chose dont on est certain. Non, hein, c'est ce que je m'en allais dire. S'il fallait attendre d'être certain pour avancer, on stagnerait. Ben oui. Mais tu peux avancer sans être certain, mais être certain d'où ça va aller, ça, moi, je l'ai dit à Chantal, je ne sais pas où ça va aller, mais tu peux être certain que je vais faire de mon mieux. Oui. Que je ne fuirai pas à la première difficulté. Et puis que je vais être fidèle. Tu peux compter là-dessus. Puis si jamais je tombe en amour avec quelqu'un, si jamais ça arrivait, là,
Tu vas être la première à le savoir. Tu sais, être honnête. Alors, Ouais. après ça, c'est une construction à deux. Puis je dis souvent, l'objectif, c'est pas que ça dure tout le temps. L'objectif, c'est que ça soit bon. Si c'est bon, ça va durer. Tu comprends? Ouais. Souvent, on donne l'objectif, on veut que ça dure. Puis là, on fait des compromis qui n'ont pas d'allure. On On se s'oublie, pile dessus, ouais. pile dessus ou on force l'autre tu sais, c'est comme, c'est pas sain. Il faut que ce soit sain. Si c'est sain, ça va durer. Tu sais. Alors, c'est vrai pour toutes les relations d'amitié aussi. Il faut que ce soit sain. Il faut que ce soit. Alors, il faut garder le canal ouvert. Pour ça, moi, même les gens qui nous ont rejetés, pour moi, je n'ai pas fermé le canal. C'est sûr, ça l'a touché à la confiance, hein, parce que la Ouais. confiance est basée sur comment ça se fait que vous nous avez fait subir ça, là, ce Ouais. rejet-là? Vous avez préféré croire à Arruda sans nous entendre, sans prendre le temps de nous entendre, dire peut-être qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Avez-vous remarqué que, au début, il disait la peur est mauvaise conseillère. Ah oui, mais tu parles de mensonges, de vérité. J'avais une autre question. Qu'est-ce que tu aimerais voir plus dans le monde actuel? Moi, ça me ramène à Gandhi, ça, cette question-là. Hein? C'est devenez ce que vous voulez voir dans le monde. Ouais. C'est-à-dire que chacun est convié à faire un travail sur lui. Attendez pas que le gouvernement change. Changez. Ah, j'aime ça. Ça me parle au bout. Ça me parle vraiment dans le mille. Vous voulez un monde dans lequel il y a de la paix? Soyez paisible. Taille dit, arrose sélectivement les bonnes graines. Il faut faire un arrosage sélectif. Ce qui Oui. pousse, c'est ce qu'on arrose. Ça aussi, c'est une autre phrase que j'aime beaucoup des maîtres zen. Lorsqu'arrive le printemps, l'herbe pousse d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est fou, hein? Juste une petite phrase, là. Lorsqu'arrive le printemps, l'herbe pousse. Ben, réfléchissons autour de ça. Ça veut dire quand les causes et conditions sont là, les choses apparaissent. Quand les causes et conditions de l'amour sont là, l'amour apparaît. Quand les causes et conditions de la souffrance sont là, la souffrance apparaît. Exact. Qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans le monde? Un monde de paix? Travaille sur toi. Deviens paisible, réduis ta colère. Ouvre la porte aussi quand quelqu'un veut reprendre contact avec toi. Dis pas, mon sacrement, tu m'as fait chier. Tu vas payer. Tu vas t'excuser avant que je t'ouvre la porte. Là, tu sais. Pour moi, c'est. Puis ça, c'est une autre phrase. Hein? C'est une autre phrase que j'ai entendue. C'est écoute bien pour mieux comprendre. Ça veut dire arrêtez de juger à l'emporte-pièce l'autre. Faire l'effort de comprendre. Quand tu comprends, tu ne juges plus. Quand tu juges parce que tu n'as pas pris le temps, tu as fait un raccourci intellectuel, tu t'es resté figé sur une image, sur une idée de l'autre, sans la rencontrer dans sa fragilité, dans sa difficulté. Il faut permettre à l'autre aussi de s'exprimer, puis de dire, ça se peut qu'on se trompe. Le Dalai Lama, d'ailleurs, une des choses qui m'avait frappé là, dans ma rencontre avec le Dalai Lama, les 3 choses qu'il avait dites que j'avais gardées, là, comme la personne en face de moi est bien meilleure que moi. Ça, c'est une des affaires qu'il avait dit. C'est comme toi, mais elle, t'es bien meilleure que moi, à une tonne de niveaux. Alors, et j'honore ça et ça ne me réduit pas. Wow. Ça m'inspire. Tu comprends? Et ça, je le sais, je le sens. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, il a dit à un moment donné, quelqu'un lui posait une question sur est-ce que les femmes, lors de l'accouchement, parce que c'était sur la souffrance, alors est-ce que l'épidurale, qu'est-ce que vous pensez de ça, l'injection de l'épidurale? Puis il a parlé avec son traducteur pendant 10-15 minutes puis il a fini par dire, je le sais-tu, moi, là, je le sais pas. La meilleure réponse, ben oui. Je le sais-tu? Je le sais pas. Je le sais pas parce que je ne suis pas une femme, je n'ai jamais accouché. Alors, je peux juste avoir une prétention de connaissance ou une opinion là-dessus, mais mon opinion n'a pas de valeur. Tu sais. Fait être capable de dire, je ne le sais pas. Ouais. Puis moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, si lui, il peut dire, je ne le sais pas,
Ben moi aussi, docteur, qu'est-ce que j'ai? Je ne le sais pas, madame. Mais je ne le sais pas précisément. Mais on peut chercher ensemble. Puis on peut aller Je voir trouve de ça quoi. bien plus rassurant parce que j'en avais vu des docteurs pour un problème que j'avais sur les jambes, puis ça faisait semblant de savoir. Ouais. Ça, là, c'est comme, tu le sais pas. Tu n'es pas capable de me mettre un mot clair, mais tu vas me donner des prescriptions puis des remèdes, comme si tu le savais. Puis tu me dis, c'est normal, c'est normal. Non, ben, dis-moi ce que j'ai. Mais tu le Ouais, sais pas. Hey, c'est enrageant de pas entendre. Écoutez, je le sais pas. je ne le sais pas. Bon, Je ne sais ça pas calme au moins, précisément. là. Je sais ce que c'est pas. Je sais ce que c'est pas, mais C'est je ne le sais ça. pas précisément. Tu comprends? Puis Oui. même quand tu sais que le diagnostic, tu le sais, le diagnostic, c'est un concept. Puis Anthony de Mello, qui a écrit un livre extraordinaire, Quand la conscience s'éveille, il a parlé des concepts à un moment donné. Il dit, si je vous parle d'une feuille, là, une feuille, il dit, vous savez de quoi je parle pas, puis vous ne savez pas du tout de quoi je parle. C'est une grande feuille, une feuille d'érable, une feuille qui est tombée, une feuille qui vient et qui une jeune pousse dans un arbre. Vous ne le savez pas. Soyez concret, devenez concret. Cette feuille-ci, tu sais, ou comme la dépression, par exemple, c'est un concept. Tu sais que ce n'est pas quelqu'un qui saute des airs et qui est joyeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne-là? Qu'est-ce Exact. que vit cette personne-là? C'est quoi ses conditions de vie, son contexte, ses ressources, ses limites, ses compétences? Tu sais, il faut que tu prennes le temps de l'écouter pour décoder où est-ce que l'autre s'est fait prendre. Comment ça se fait qu'il est rendu dysfonctionnel? Il est peut-être dans une relation dysfonctionnelle, dans une job dysfonctionnelle. Tu sais que tu comprends? Il faut donner du sens à une souffrance. Et puis là, après ça, les solutions vont apparaître. Troisième affaire que le Dalai Lama avait Oui. dit aussi, c'est « je me suis trompé ». Devant quelque chose, une question qui était posée, puis son traducteur il avait dit ceci. Puis en tout cas, ils sont allés dans le livre, puis j'ai vu le Dalai Lama devant 3000 personnes dire « je me suis trompé », puis partir à rire du grand rire du Dalai Lama. Je me suis dit, c'est exactement ça. Puis si on était tous capables, si les gens qui sont dans la Chambre des communes, étaient capables de dire on s'est trompé, on s'est planté en sacrament. C'est comme on s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer. Parce que c'est ça qu'on s'est fait. On s'est fait arnaquer. Là, puis pas à peu près. Financièrement, au niveau de la santé, on est parti avec des a priori faux. Que les compagnies pharmaceutiques étaient pour devenir notre sauveur. Surtout pas. Croyez pas ça. Quand on vous voit ça, puis il y a une solution, la leur, c'est des mensonges, c'est sûr et certain. Ben oui, c'est clair. Alors, excuse-moi, c'est ma femme qui est en train d'essayer de me rejoindre. On arrive bientôt à la fin. Moi, j'avais une question. Si tu avais la chance, l'opportunité de t'adresser à l'adolescent que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça serait quoi ton Sois message? patient. Sois patient. Sois patient. Fais confiance. Développe-toi. Développe-toi. Passe ta vie à te développer, puis là, tu es à la bonne place pour commencer à te développer. Perds pas confiance dans l'humanité. C'est vrai. Moi, quand j'ai regardé ça, ce qui s'est passé là, depuis 3 ans, je me suis dit, il reste-tu des adultes dans la place? Je me suis dit, comment ça se fait que les gens se laissent réduire comme ça? Infantiliser autant. Ça me parle à quel point la peur, ça marche. La propagande, ça marche. Tu sais, les études de H, les études de Milgram, toutes ces études-là qui ont été faites, l'ingénierie sociale, ça marche. Ben oui. Tant que les gens ne se sont pas ouverts les yeux. Alors, à un moment donné, dire oui, on a le goût d'être dans le clan, c'est un besoin, l'affiliation, faire partie du clan, de la gang, de la tribu. Si on se faisait éjecter de la tribu dans le temps de l'homme des cavernes, qu'est-ce qui se passait? On crevait. On se faisait bouffer. La seule manière de survivre, puis ça nous est resté, ça. Là, on a encore le même maudit cerveau débile qu'on avait à cette époque-là, même si les conditions ont changé. Alors, il ne s'agit pas d'être en accord avec tout le monde, mais de trouver du monde avec lesquels on connecte bien, on est honnête, on ne marche pas sur des œufs, on peut dire ce qu'on a à dire sans crainte
de se faire rejeter, condamner, étiqueter, etc. Alors, mais ça nous prend. Ça, c'est vital, c'est fondamental. Trouver une gang à Réinfo Québec, on est du monde fin. Puis on est sans conflit d'intérêt. Moi, je n'ai pas gagné de maudite scène depuis 4 ans. C'est tout ce qu'on fait, c'est gratos. On a fait des petites conférences, on demande un peu d'argent pour que les gens, parce qu'on a des dépenses, là, un site Internet, en tout cas, un certain nombre de... Mais tu partiras pas en voyage avec ça, là. Non, non, non. Mais tu sais, c'est comme... Puis il n'y a personne, tout le monde fait ça par souci de l'autre, par souci de nos enfants, de nos petits-enfants. Oui. Dire, on est là, puis ils ne pourront pas dire « Grand-papa s'est couché ». C'est couché. Non, non, non. Il s'est dressé, il s'est levé. Puis même s'ils ne me comprennent pas, mes enfants ne me comprennent pas pour le moment tout à fait, un jour, ils vont comprendre. Je suis certain de ça. Alors, il y a un dicton zen qui dit « Si tu comprends, les choses sont comme elles sont, et si tu ne comprends pas, les choses sont comme elles sont. » J'adore ça, la sagesse zen, hein, la sagesse. Hein, quand tu prends un livre, moi j'ai pris un livre, tu sais, d'ailleurs, comment j'ai grandi, moi, c'est la lecture. Hein. J'ai pris un livre à un moment donné, j'avais 30 ans, puis j'étais malade de la prévention. Moi, la prévention, ça a toujours été mon dada. Et puis là, je prends un livre de Norbert Ben Saïd qui s'intitulait La lumière médicale, les illusions de la prévention. Et je me suis précipité là-dessus. Comment ça, les illusions de la prévention? Voilà quelqu'un qui disait qu'il s'attaquait à mes croyances. Et puis, c'est un médecin. Et puis, c'est un médecin français qui était collaborateur au Nouvel Observateur aussi. C'est un gars brillant, qui écrit très bien, un gars intelligent. Là, puis il est venu dire, attention, derrière la sécurité, il y a une perte de liberté aussi. Là, puis la prévention, des fois, ça peut devenir un carcan. Un carcan qui culpabilise les gens quand ils sont malades. C'est un peu comme comment tu t'es donné cette maladie-là. Ah, c'est intéressant. Ben oui, ben oui. Oh, mais ça vient dilater ton champ, là, parce que tu n'es pas si éclairé que ça. Puis tu as des zones là, où tu ne vois pas clair. Là, des angles morts, on en a tous. Alors, oui. il faut aller voir des choses. Moi, je voulais devenir quelqu'un puis aller quelque part. Puis à un moment donné, je vois un livre, Being Nobody, Going Nowhere. N'être personne, n'aller nulle part, ben tabarnouche, je vais aller m'acheter ça, là, je vais aller. Alors, j'ai lu ça, c'est un livre extraordinaire. Si j'avais un livre à apporter sur une île déserte, c'est celui-là. Ben justement, c'était une de mes questions, ça. Un livre qui t'a vraiment marqué, inspiré. Donc, tu parles de ce livre-là. Pour quelle raison ce livre-là j'imagine que ça t'a confronté, mais qu'est-ce que tu as appris? Non, mais c'est toute une autre manière d'être. On est tous en quête de bonheur. Hein. Je pense qu'il faut être au clair là-dessus. Tout ce qu'on veut, là, tout le monde, c'est d'être heureux. Oui. Mais c'est quoi le chemin? C'est quoi la route? C'est quoi la façon? Puis, comment est-ce qu'on se fait piéger? Là? On se fait piéger par les plaisirs, on se fait piéger par le confort, le cocon du confort, au lieu d'aller dans le sens de la croissance, qui n'est pas toujours confortable. Et puis, c'est pour ça, à un jeune, je dirais, accepte l'inconfort. Mets-toi en situation d'inconfort. Il y a une fille qui t'invite à aller danser, tu n'es pas bon danseur, vas-y pareil. Tu vas apprendre quelque chose avec elle. Puis même si ça floppe, tu vas avoir grandi avec. Puis ça va flopper. Attends-toi à ça. C'est comme... Parce que tu es en classe. Avant d'aller à l'université, il faut aller en... Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est de la pratique. C'est de la pratique. Alors, on se met en situation et puis on grandit, on évolue, on se transforme, on apprend. Alors, c'est comme ça qu'on devient. C'est comme ça qu'on devient un peu plus compétent. C'est comme ça qu'on devient un peu plus sage. Autrement, on reste dans le cocon, puis on est un jeune fou, puis on devient un vieux fou au lieu de devenir un vieux sage. Alors, la sagesse, c'est optionnel, mais la vieillesse, elle ne l'est pas. C'est comme... Ça va nous arriver. Alors, il faut prendre le temps, il faut lire des choses qui vont nous assagir. Ça, c'est un livre de sagesse. Mais tu sais, les livres de Thich Nhat Hanh, la sérénité de l'instant. J'ai tellement adoré ce livre-là. Tu lis 2 pages le soir avant de te coucher.
Puis tu laisses ça sinker in, là, pour incarner, intégrer ce qu'il dit. C'est simple, c'est toujours intelligent, simple, accessible. Ça ne te demande pas de changer de vie, de devenir un moine. Là, ça ne te demande pas de renoncer à tout. Là, mais sache qu'il y a des renoncements à faire si tu veux être bien. Là. Le renoncement au cocon, le renoncement à être le plus riche. Moi, j'aurais pu devenir beaucoup plus riche que ce que je suis devenu. J'en ai assez. Tu comprends? Je pensais que tu allais dire j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer. J'en laisserai moins pour mes enfants, puis tant mieux, parce qu'ils peuvent trop compter là-dessus à un moment donné, puis oublier de se développer leurs propres compétences, leurs propres capacités, parce que papa n'est pas immortel, puis un jour, il va disparaître lui aussi, comme tout le monde. Alors, apprendre aux autres à prendre soin d'eux autres. Arrêter de leur donner un poisson, puis les apprendre à pêcher plutôt. Hein. Exact. C'est ça qu'il faut transmettre, que vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre. Il y a des livres, il y a l'Internet, sacrément. Il y a des ressources extraordinaires. Restez pas cons. Vous avez le droit d'être con, vous êtes jeune, mais restez pas con trop longtemps. Hey, j'aime ça. Ben écoute, est-ce que ça pourrait être le mot de la fin? Restez pas con, éduquez-vous, faites vos recherches. Mais aurais-tu peut-être un message d'espoir pour les gens qui nous écoutent pour conclure cette belle entrevue? Ah, écoute, oui, bien sûr, bien sûr. Attends un peu, là. J'ai pris le temps de réfléchir avant, là. C'est apprécié. Merci, Robert, pour toutes tes belles réponses que tu nous as amenées. Oh, écoute, c'est... On fera ça dans 2 semaines, puis j'aurais tout autre chose à te raconter. Là. J'en doute pas. Pas grave. Il y a rien de grave. C'est comme, on ne changera pas le monde. Moi, je dis souvent, le mieux qu'on puisse faire, c'est aider quelques personnes à changer un peu. C'est comme, moi, je ne suis pas dans un lieu de pouvoir. Je suis dans un lieu d'influence, puis je dis, l'influence, c'est très gentil. Ça invite, ça m'inspire. C'est un peu. Je vais te trouver Moi, je pense qu'il faut se libérer de la peur. Hein. Un mot de la fin. La différence entre la misère et le bonheur dépend de ce vers quoi nous dirigeons notre attention. Faites très attention à quoi vous vous exposez. Ce qui pousse, c'est ce que vous arrosez. Et puis, ce qui va... Faites attention, pas juste à quoi, mais à qui vous vous exposez aussi. Ça aussi, ça nourrit la paix, la joie. Ou dans une bonne relation, ça devrait être nourrissant. Ça ne devrait pas te bouffer. Une bonne interview, tu devrais sortir de là. Comment tu te sens, Robert? Et puis, réconforter, rassurer. Pas que tout va bien se passer, mais qu'on a ce qu'il faut pour faire face. Pas tout seul, ensemble. Alors, voilà, merci d'être là, puis merci de contribuer, Mel, avec ton sourire inimitable, ta joie de vivre aussi, puis ton authenticité, tes écrits, tout ce que tu fais là, ça fait une différence. Tu fais plus de bien que 90% des docteurs. Ah! Mais c'est vrai ce que je dis là. C'est pas une blague. Là. C'est très précieux. Chacun est précieux. C'est pas juste le docteur qui peut vous aider. Plein de monde engagé, honnête, intègre, et puis généreux aussi. Développez votre générosité. Chacun. On peut être généreux. Notre présence, fait le cadeau de notre présence, d'une présence tranquille, chaleureuse, bienveillante. Oui. C'est de ça que les gens ont besoin. Alors, merci à toi. Ben, merci à toi, Robert. C'était une super entrevue remplie de sagesse, d'espoir, positive. J'apprécie tellement que tu as accepté ça, puis je suis vraiment honorée d'avoir eu ce temps-là avec toi. J'espère que les gens ont apprécié. Fait que, ben, on remet ça peut-être dans un futur. Ben oui, n'importe quand. Mais je te souhaite
tout le meilleur pour le reste de l'année, puis le reste de la vie aussi. Oui, oui, essentiellement. On va essayer de faire ce qu'il faut pour préserver notre intégrité, puis aussi notre joie de vivre. Puis ça, c'est la meilleure réponse qu'on peut faire à des gens qui veulent nous réduire, c'est de rester joyeux. Rester joyeux. Voilà. J'aime ça. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Au plaisir. Bye.